Yeah, the AOT show. Wild Wireless, Logic France. Bonjour à tous, bienvenue dans l'IoT Show, le premier podcast qui donne la parole aux humains avant les machines. Jean-Philippe, bienvenue à toi. Eh bien, merci Ed, ravi d'être avec toi. Comment vas-tu ? Eh bien, je vais très bien. Écoute, l'idée c'est de te poser quelques questions, que tu puisses nous donner ta vision de l'IoT aujourd'hui et celle de demain. T'es prêt pour ça ? Bah, écoute, merci de me donner la parole, de m'inviter. C'est toujours agréable de parler de soi, donc allons-y. Bah écoute, première question, qui tu es et comment tu te définirais toi dans ce monde de l'IoT ? Alors aujourd'hui, officiellement, je suis ce qu'on appelle un consultant en solutions IoT. Voilà, au sein du groupe Wireless Logic. Ok. Ça, c'est mon poste actuel. Voilà. Ok, et comment tu t'es retrouvé ? Est-ce que c'était un accident ? Est-ce que c'était une vocation ? Est-ce qu'en 1950, quand tu es né, l'IoT existait déjà ? Donc, on a tous une histoire avec l'IoT, ça c'est certain. On n'arrive pas dans l'IoT par hasard et toutes les personnes que tu rencontreras, j'allais dire depuis les 10 dernières années ou proche des 10 dernières années, ont tous une histoire particulière avec l'IoT. Alors, est-ce que c'est un accident ou une opportunité ? En tout cas, c'est une aventure qui est née pour moi il y a à peu près un peu plus de 8 ans maintenant. Et ça s'est fait, oui, par hasard. Donc, moi, je viens initialement du monde de l'IT. Ok, Voilà, tout ce qui est vraiment cloud. J'ai travaillé longtemps chez des éditeurs de logiciels. J'ai travaillé dans ce qu'on appelle aussi des ESN, entreprises de services numériques. ok, Voilà, pour des gros projets IT. Et j'ai aussi eu une expérience d'entrepreneur. J'avais une société, bureau d'études en assistance à maîtrise d'ouvrage que j'ai créée pendant 6 ans. Et rien à voir, je travaille dans l'accessibilité handicapée du cadre bâti, des établissements recevant du public. Ça, c'est le côté passionné. ok. Voilà, je voulais donner du sens à ma vie, comme on dit. L'expérience s'arrête et je reviens en IT. Donc je rentre dans une ESN, je reviens à mes premiers amours, l'IT. Et au bout de quelques semaines, le patron de cette société me dit Jean-Philippe, est-ce que tu parles anglais ? Alors je lui dis oui, un peu. Il me dit tu pars à Las Vegas dans 3 mois. Je dis écoute, c'est très sympa. Qu'est-ce que je vais faire à Las Vegas ? Il me dit tu vas t'occuper d'une start-up dans laquelle je viens d'investir. C'est une boîte qui fait de l'IoT. D'accord. Ils font des trackers, des petits capteurs. Pour des machines à sous ? Alors non, presque, c'était pour les convois. Ok, Non, c'était de la géoloc, donc c'était des trackers pour de la géoloc, GPS, qui fonctionnaient sous Sigfox, d'accord, ok. techno bien connu dans l'IoT. Et je me retrouve parachuté comme ça, business développeur par intérim, pour développer une start-up dans l'IoT. Aux États-Unis. Et alors, d'abord en France, mais on démarre par ce show absolument incroyable du CES. Et c'est là que l'aventure démarre, en fait, pour moi, dans l'IoT. C'est là que je mets un pied dedans. Ok, bon, comme on pourrait dire que ça aurait pu être pire. Oui, voilà, c'est ça. Ça aurait pu être pire. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que quand on démarre justement par un CES à Las Vegas, tout est totalement déformé, en fait, biaisé. Parce que c'est complètement délirant. On aura peut-être l'occasion d'en rediscuter. Mais Ouais, c'est comme si je voilà. commençais à conduire une F1 avant de passer par le karting, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Et après arrive la réalité des choses. Ok. Alors, pour toi, là, dans ton parcours, c'est à quel moment que tu t'es dit que l'IoT allait vraiment changer quelque chose ? Alors, déjà, je te disais, cet élément de commencer l'IoT par une start-up, participer au CES de Las Vegas, en fait, on touche à des projets, à un enthousiasme complètement délirant. Donc, on se retrouve avec des grosses sociétés qui viennent sur le stand et qui nous parlent de commander des centaines de milliers d'unités. Donc là, c'est complètement délirant. On se dit, en fait, l'IoT, ça peut changer les choses, mais 2, ça peut changer ma vie. Ouais, c'est l'American IoT Dream of Life. C'était ça, mais du coup, je me dis, c'est quand même incroyable ce domaine. Je pensais pas tout de suite au cas d'usage. Mais tu le connaissais pas du tout Je avant ? connaissais pas du tout Ok. l'IoT. En venant de l'IT, c'était pas du tout... Non, c'est bête. D'ailleurs, c'est une très bonne question. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler tous les deux, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais
Mais oui, donc j'arrive et puis je vois ces entreprises qui découvrent ces produits miraculeux et qui nous parlent de commander des centaines de milliers de capteurs. Et donc je me dis, bah, ça peut changer leur vie, mais ça peut surtout changer la mienne. Je vais me retrouver à vivre au bout du monde. Demain, tout va changer. Et donc ça m'a interpellé. Et la deuxième chose qui m'a interpellé, c'est le post-salon et quand on touche à la réalité de l'IoT. Ok. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire par ce côté un peu entrepreneur, intrapreneur que j'ai, passionné, Ouais. où je me suis dit, mais en fait, c'est pas si simple, l'IoT, parce que il y a des questions d'interopérabilité, c'est un ensemble de briques qu'on va mettre les unes avec les autres, hein, le Mm. matériel, le réseau, les plateformes, ensuite connecter tout ça peut-être dans des écosystèmes IT pour exploiter la donnée, Et toi, à cette époque, dans le triptyque, tu étais sur matériel. matériel, ok. Ouais, j'étais vraiment matériel et j'approchais un peu le réseau avec ce fameux Sigfox. Ok. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un monde passionnant parce qu'il y a encore tout à faire. On sent que il y a des briques qui existent, mais on n'arrive pas trop bien à les emboîter. Voilà. Et là, j'ai vu le côté conseil, le côté assistance à maîtrise d'ouvrage. Déjà, il y a 8 ans, j'avais déjà créé des matrices par rapport à des besoins de cas Mm. d'usage pour pouvoir répondre aux clients dans cette approche de conseil. Ok. Et 8 ans après, on en est presque toujours à ce niveau-là, en fait. Et 8 ans après, tu parlais de cet écosystème un peu fragmenté. Est-ce qu'il l'est toujours pour toi ou est-ce que ça s'est quand même un peu consolidé, on va Alors, j'ai dire une bonne nouvelle. Ah, Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Il est très fragmenté. d'accord. Et il va le rester. Ok. Voilà, il va le rester. Alors oui, ça c'est évidemment que ça se consolide. Tu le vois, tu le constates aussi. Mm, mm. Hein, il y a des acteurs qui rachètent d'autres acteurs, etc. Des technos qui émergent. Ok. Est-ce qu'elles vont durer ou pas? Je n'ai pas la réponse encore. Mais oui, c'est en train de se consolider, mais ça reste quand même très fragmenté. Des modules qui Euh, deviennent beaucoup plus interopérables aujourd'hui sur différentes technos aussi. c'est pas un vœu pieux, mais en tout cas, il y en a qui y travaillent à Ouais. cette interopérabilité. Et je pense que c'est un point d'attention particulier dans un projet Mm. IoT. Et toi, alors je te connais un petit peu, Ouais, donc tu as fait une bascule plutôt côté, on va dire, data viz, oui, applicatif. ouais, tout à fait. Comment tu es passé donc, vraiment du hardware, vraiment du device, du matériel, à À la cette partie exploitation, comment on fait parler les données aujourd'hui et comment elles sont exploitées sur ces couches applicatives? Ben, bonne question. J'étais avec cette fameuse startup de tracker et la plateforme qui était utilisée était une plateforme interopérable, Ouais, agnostique, généraliste, qui s'appelle Kairon, d'accord. de la société IOSync. Euh, donc on utilisait cette plateforme. Donc en fait, je la présentais déjà et je me suis rendu compte que je présentais plus la plateforme et Ouais, la que le data matériel. que le matériel. J'ai commencé à m'intéresser à cette plateforme, j'ai rencontré les équipes d'IOSync, le courant passait plutôt très bien. Et IOSync, en fait, nous envoyait des leads aussi, puisqu'ils savaient qu'on avait un tracker. Donc, je me retrouvais à m'occuper de clients d'IOSync. D'accord, ok. Et en fait, ça se passait bien. Je commençais à apprécier de plus en plus la plateforme. Je venais d'un éditeur auparavant, donc j'avais ce côté édition de logiciel, hein, j'avais cette fibre. Et je voyais vraiment en fait un atout. Je me dis, mais cette plateforme, en fait, elle peut connecter tout type de capteurs avec plein de protocoles. Elle peut faire plein de cas d'usage. Et je me suis rapproché de Julien, le fondateur d'IOSync, et le courant est très bien passé. Et c'est comme ça que. D'accord, t'as fait d'abord une période de freelance gratuite pour IOSync avant qu'ils te recrutent directement, quoi, on va Presque. dire. Voilà, Ok. c'est ça. Qu'est-ce que fait IOSync précisément aujourd'hui? Bah alors, IOSync. Ou du moins, qu'est-ce que la Alors, la plateforme plateforme Kairon, hein? Kairon, Ouais, voilà, tout à fait. parce que bah, la plateforme Kairon, c'est une plateforme IoT. Alors maintenant, moi, j'ai plus tendance à l'appeler en fait une plateforme qui permet de créer des applications métiers autour de l'IoT. C'est une plateforme qui est en fait agnostique, donc elle est capable de. Oui, Jean-Philippe, je te coupe. Je suis ta grand-mère. Il faut que tu m'expliques un jumeau numérique, cette plateforme Kairon, en fait, qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Parle à ta mamie, parle à ton chien, parle à qui tu veux, mais Cette plateforme
Kairon, Ouais. elle permet de créer ce qu'on appelle des jumeaux numériques. Donc un jumeau numérique, c'est quoi? Donc c'est quoi cette bouteille de lait? Ben, cette bouteille de lait, si tu veux qu'elle soit conservée au frais, tu vas la mettre dans un frigo. Et si tu veux éviter de vérifier ton frigo toute la journée pour voir s'il a la bonne température, s'il fonctionne, qu'est-ce qu'il consomme comme énergie, on va créer ce qu'on appelle un jumeau numérique. On va représenter en virtuel le frigo. D'accord. D'accord? Tu vas pouvoir visualiser ton frigo à distance sur un téléphone, un smartphone, sur un PC. D'accord? Tu n'auras pas besoin de te déplacer. Alors, si tu n'en as qu'un, ça va. Tu peux faire l'aller-retour dans ta cuisine. Mais si tu en as 10 000 répartis dans 500 magasins, ben, avoir tout ça sur un seul poste ou sur ton smartphone, c'est merveilleux. Donc, du coup, on va connecter des capteurs, on va connecter ce frigo. Et les données qu'on va récupérer, on va les afficher dans une représentation virtuelle de ce frigo. Ok. D'accord? Bon, en gros, mamie, avec son 3310, elle pourra pas le voir, quoi. Il lui faut quand même Ah, un mamie, elle smartphone peut. Ah, si, adapté. si. Hein. Mamie, elle peut avoir des alertes SMS. Ah, Voilà, comme quoi, ça c'est intéressant. incroyable. Et in fine, bah, du coup, si tu n'as pas besoin de te déplacer à ton frigo, bah, tu gagnes du temps pour les tournées de maintenance, tu économises en énergie, voilà, tu es beaucoup plus réactif, tu économises de l'argent, tu en gagnes. Et la plateforme Kairon, pour finir, elle a justement, on parlait tout à l'heure de briques, différentes briques, pas toujours interopérables. Ok, La plateforme Kairon, elle a cette capacité justement à rendre les choses interopérables, parce qu'elle est d'accord. agnostique. Donc on peut la connecter avec plus d'un millier de capteurs, plus de 25 endpoints de connectivité, plusieurs protocoles, etc. Donc elle rend les choses, elle va mettre un cadre beaucoup plus simple pour construire justement ce jeu de Lego. Voilà à quoi sert la plateforme. Ok. Mais toi, donc, toi, Jean-Philippe, globalement, t'étais quel type d'élève? Alors, un cancre. Ok, Ça, c'est la première partie de ma vie. ok, Donc ça démarre mal. Oui, oui, j'étais très, très dispersé, très curieux, très sympa, mais voilà, pas très attaché aux études. Par contre, j'ai été un élève brillant à mon bac, que j'ai eu brillamment, et j'ai été un très bon élève en école de commerce, sans aucun rattrapage. Voilà, donc un début de scolarité catastrophique et une fin brillante. bon, je pense que c'est bien pour tout l'auditoire et tous les gens qui t'écoutent, comme quoi Tout est possible. c'est jamais fini, comme l'IoT. Voilà. Pour le coup, quand tu étais jeune, c'était quoi quel fut ton premier rapport à la tech? Typiquement, à toutes ces nouvelles technologies qui étaient peut-être un peu, alors je vais pas dire dans leur balbutiement au début, mais tu n'étais pas, pas né dans les années J'ai 30. droit. Mais Non, non, voilà, mais- c'est quoi tes premiers rapports? Est-ce que c'est des consoles, des Oui, oui, premiers non, c'est une bonne Atari, remarque, c'est ça. des beepers, des téléphones Non, non, mais c'est ça, ouais, mon premier rapport à la tech, c'est console de jeu. ok, Si je remonte plus loin, les magnétophones, les machins, très hi-fi, vidéo. Mais j'étais vraiment technophile, hein. Très vite, les premiers téléphones portables, les smartphones, etc. J'ai toujours été très technophile. J'ai quand même fait un bac génie électronique, ok. donc très orienté techno. Et tu penses que ça, typiquement, le fait que tu aies, entre guillemets, cette appétence-là quand tu étais jeune ou que tu aimais ces nouvelles technologies, est-ce que ça a eu un lien sur la suite de ton parcours et Clairement. de ton parcours Non, mais pro clairement. aujourd'hui Ouais, ok. clairement, parce que j'ai un profil un peu atypique où j'ai ce côté technophile, mais en même temps très bizdev, très business développeur. Ok, Voilà, très commercial. Et en fait, après ce bac génie électronique, j'ai fait une école de commerce qui n'a absolument rien à voir. Mais voilà, c'est un parcours de vie. Et donc aujourd'hui, dans ce métier-là, ben, je me retrouve à faire les deux, hein, du bizdev, de la techno. Je baigne dans cet environnement technologique depuis le début. ouais, Et même mes premiers stages d'école de commerce et mon premier job était dans le cloud, dans le web. J'étais chef de projet web chez DHL d'ailleurs. Puis après, j'ai continué dans le cloud, le cloud, l'IT, le développement de logiciels. Donc très très techno. ok, super. Bon. Jean-Philippe, toi aujourd'hui, donc, ton job, c'est d'accompagner des clients sur la brique jumeau numérique, couche applicative. Est-ce que tu peux nous donner un peu la diversité des projets auxquels tu es confronté aujourd'hui ou auxquels tu as affaire ou quelle est ta méthodologie, toi, pour accompagner tes clients? Alors, ça a été mon job longtemps, mais en fait, très vite, et aujourd'hui, ça l'est encore plus dans ce nouveau poste solution,
On accompagne les clients sur toute la chaîne de valeur, Ok. de bout en bout en fait, hein. Donc, on a quand même le cœur de métier qui était la plateforme, Ouais. mais en fait, on accompagne le client sur du conseil matériel, de la passerelle, du réseau et du réseau cellulaire que tu connais bien, et finalement sur toute la chaîne de valeur. Donc, euh, donc oui, j'ai aujourd'hui une très forte expertise sur le jumeau numérique, mais aussi une expertise globale sur toute la chaîne de valeur et sur l'écosystème IoT. Parce que de toute façon, pour évoluer dans ce monde-là, il faut absolument avoir conscience de tout l'écosystème et toute la chaîne de valeur. Donc que ce soit des fabricants, des éditeurs, des fournisseurs de connectivité, MVNO, etc., Mhm. des intégrateurs, très importants dans ce domaine-là aussi. Il D'accord. faut avoir ce schéma mental pour pouvoir apporter une solution au client. Donc voilà, ça c'est... Moi, j'ai souvent tendance à me dire que quand même, bon, moi c'est vrai que je viens plutôt du monde de la connectivité, mais j'ai toujours ce côté un petit peu jaloux quand je vois les jumeaux numériques, cette partie exploitation de données à l'ère de la big data. Est-ce que c'est pas ça vraiment qui fait la différence souvent auprès des clients ou dans les projets tu as pu voir ou tu peux voir au quotidien? Alors, les jumeaux numériques, c'est bien parce que c'est l'objectif, ça attire l'attention. Mais un jumeau numérique ne fonctionne pas s'il n'y a pas la brique matérielle, la brique connectivité. Il faut bien aller chercher la data, la collecter, la récolter ou la créer, Mhm. la transporter vers les jumeaux numériques. Et après, est-ce que c'est la fin du jumeau numérique? Non, c'est pas la fin. Ensuite, il y a cette donnée. Cette donnée, elle est stratégique. Elle vaut de l'or, cette donnée. Elle va être utilisée pour de l'IA, elle va être utilisée dans des ERP, dans des CRM. Est-ce que c'est pas ça le plus dur à faire comprendre aux clients au final aujourd'hui? C'est là où ils arrivent à percevoir cette valeur-là en leur disant, Exactement. Et donc aujourd'hui, tu as raison de le souligner, on va plus parler de valeur. ouais, Euh, et c'est un vrai sujet en fait. Est-ce qu'on aborde le marché, est-ce qu'on aborde le client via une brique de solution? Alors si tu es un acteur de cet écosystème, évidemment que tu vas l'aborder par ton prisme à toi. bien sûr. Mais si tu veux aborder ce marché, apporter des solutions au client, tu dois d'abord t'intéresser à la stratégie du client. Monsieur, parlez-moi de votre métier. Quelle est votre stratégie, court, moyen, long terme? De là, tu vas pouvoir en tirer des cas d'usage. Ouais. Et des cas d'usage, tu as en fait un jeu merveilleux devant toi, avec plein de briques, plein de possibilités. Et là où tu vas apporter de la valeur, c'est que tu vas savoir les mettre ensemble, focus ton attention sur des parties justement d'interopérabilité, ça c'est très important, et tu vas apporter une solution au client. Après, peu importe ce que tu utilises comme brique. Et aujourd'hui, je pense que si on veut vraiment développer, il faut qu'on aborde ce marché justement par la stratégie du client, son marché, ses besoins. On définit les cas d'usage et après, on va chercher les briques qui vont bien. Ok. Voilà. Pour toi, l'IoT, c'est un peu comme un puzzle, quoi. L'important, c'est C'est un super de. puzzle Ok. et c'est ça qui m'enthousiasme beaucoup, qui me donne cette passion. C'est d'être capable de jouer avec tout ça et de développer une expertise autour de ça. Mm. Voilà. Et alors, moi, j'aime bien toujours partir des worst cases, Mm. un peu en fun fact, mais est-ce que tu as là une petite anecdote sur un projet qui serait mal passé? Alors, j'en ai des dizaines. Ah, bon, 8 ans, ça va. Non, mais ça va, mais c'est merveilleux. Des dizaines. Mais évidemment que tu en as des dizaines parce que, encore une fois, l'IoT, c'est un ensemble de briques. Encore faut-il que ces briques, elles communiquent et encore faut-il que ces briques, elles soient fiables. D'accord? Ouais. Et à ça, tu rajoutes aussi une composante environnement. Est-ce que, par exemple, si tu déploies une passerelle pour un réseau ou ton réseau cellulaire, ben, si le compteur d'eau que tu veux connecter, il est deep indoor à 3 sous-sols, ton cellulaire ou ta passerelle, ça va être compliqué. Donc, en fait, c'est pour ça que je parlais au début de matrice. Tu dois prendre en compte tous ces éléments, la techno, la fiabilité des acteurs que tu vas choisir, l'interopérabilité, l'environnement dans lequel tu veux le déployer. Tu vois que ça fait beaucoup de critères, tout Ouais. ça. Mais Tu tu le comprends vois. que c'est une vraie expertise. Donc, évidemment que tu as des dizaines de possibilités de faire échouer un projet. C'est évident. Donc oui, j'ai plein d'exemples de projets qui n'ont pas marché. Alors pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on n'a peut-être pas choisi le bon réseau, peut-être que le capteur était défaillant, peut-être que c'était placé à un certain endroit dans le bâtiment, ça ne captait pas, Mauvais choix d'architecture. mauvais choix d'architecture, peut-être que le fait de vouloir connecter tel ou tel matériel, le fabricant n'est pas très collaborant, ou c'est compliqué à développer, où il y a des dizaines de possibilités que ça foire.
Bah, typiquement, toi qui aimes bien donner des conseils gratuits, quelle est en règle générale la plus grosse connerie que tu peux voir aujourd'hui sur les projets pour que bah, les gens qui nous écoutent puissent avoir un point d'attention là-dessus et se dire tiens, bah, Jean-Philippe, il me met un point de warning là-dessus, je vais peut-être l'écouter. Non, la plus grosse. Après, je peux pas te donner de leçons. C'est juste du retour d'expérience. C'est toujours ton point de vue, hein. Après, Voilà, c'est exactement. ton Mais prisme avec ce que tu vois. aujourd'hui, je dirais que une des erreurs, c'est de se dire j'ai trouvé un super capteur, un super matériel et je vais construire tout mon projet là-dessus. On ne commence pas par une brique Ok, de l'IoT. On commence par est-ce que dans ma stratégie, le fait de mettre en place ce projet-là, cette solution-là, va me faire, un, gagner de l'argent, deux, économiser de l'argent, ou payer moins d'amende s'il y a une régulation, une loi. Voilà, on se pose 3 questions déjà. Est-ce que ça colle à ma stratégie? Si oui, quels sont les cas d'usage auxquels je veux répondre? Et dans ce cas, toujours commencer par un cas d'usage très simple. ok. Voilà, mon conseil, un, ne pas commencer par une techno. C'est pas la bonne question à se poser. La question à se poser, Ouais. elle est toujours business, stratégie. Et, Gain de temps, gain d'argent. et ne pas payer d'amende. Ok. Et passer par une phase de POC pour le coup. Et des clients contents, des employés contents parce qu'ils utilisent des solutions qui sont aussi plus innovantes, etc. Évidemment, tout ça, ça en découle. Mais aussi évolutive, parce que ça reste un écosystème qui est en constante évolution sur les différentes Exactement. technologies qu'on peut avoir, sur le matériel qui évolue, sur aussi les plateformes, les protocoles éventuellement. Et là, on arrive, si tu veux, doucement à cette notion de... Alors moi qui me tient à cœur, tu vas voir, parce que je viens de ce monde-là, mais d'IT, Ouais, où on va vraiment parler de schéma directeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu fais un choix d'architecture technique dans l'IoT, bah, tu vas commencer, de toute façon, on gère de la data. ouais. Tu génères de la data, tu gères de la data. Je sais que tu es très sensible à ce sujet, mais tu vas aborder des questions de cybersécurité. C'est une catastrophe pour les DSI, l'IoT. Ils s'en sont arrachés les cheveux depuis des années avec ça. Mais c'est d'ailleurs, ils sont souvent pas experts. C'est ça qui est toujours impressionnant à voir, c'est qu'au final, quand on discute avec certains CTO, DSI ou autres, ils ont un gros bagage bien sûr côté IT, mais côté IoT, parfois c'est beaucoup plus compliqué. Je fais un petit retour d'expérience. Ouais, il y a 2 semaines, j'étais en week-end pour l'anniversaire d'un ami. à Las Vegas, Non, non, c'était pas Las Vegas, Ah, ok. c'était à Angers. presque pareil. Presque pareil, Angers, Las Vegas. Ce qui se passe à Angers reste à Angers. Voilà. Et je suis entouré de tous mes amis et anciens collègues, ce sont des gens de l'IT. Ok. Des gens plutôt bien placés dans l'IT. Et quand je leur ai dit que je travaillais dans l'IoT, réaction, en fait, ils se demandaient ce que c'était l'IoT, quoi. On parle de gens d'IT. Ouais. Ils se disent, mais Des- pourquoi il des- y a un O entre le I Voilà, et le pourquoi T, il y a un quoi. O entre le I et le T? Et c'est une vraie question, parce que l'IoT vient d'abord de l'OT. Ouais. D'accord? Voilà, donc, et c'est une vraie question. D'ailleurs, j'espère qu'on ouvrira le débat à la fin là-dessus. Mais aujourd'hui, les gens de l'IT ne connaissent pas l'IoT, ou très peu. Je ne vais pas insulter les gens de l'IT, évidemment qu'ils entendent parler de l'IoT. Mais ça arrive très tard. La transition, elle se fait lentement. Et Bah, pour toi, quelles sont les différences fondamentales entre l'IT et l'OT? bah, l'OT, c'est déjà tout ce qui est opérationnel. Donc on est sur des gens qui sont sur du système, qui sont sur de la machine. C'est de l'opérationnel. Hein. Ouais. Et on est vraiment dans le métier. Donc oui, aujourd'hui, dans l'IoT, c'est souvent, nos interlocuteurs sont des gens du métier. Voilà, je suis, je sais pas, Automaticien. automaticien, voilà, ou je gère les stocks, logisticien, ou peu importe. C'est des gens du métier qui achètent l'IoT. Problème, ben, c'est quand même de la techno, ça gère de la data, ça touche au réseau. Donc l'IT doit quand même être informé de ce qui se passe. Ouais. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec des DSI qui se retrouvent avec des objets connectés de partout, dans différents départements. Et c'est un casse-tête parce qu'en fait, ils doivent harmoniser tout ça, ils doivent s'assurer que ça répond aux règles de cybersécurité, qu'il n'y ait pas de failles particulières, etc. Donc c'est vraiment un domaine qui
qui se situe entre les deux aujourd'hui. L'IoT, c'est la jonction entre ces deux mondes, Alors en ouais, fait. c'est la jonction entre ces deux mondes. Alors si on l'aborde un peu comme des passionnés, on veut que les choses un peu évoluent et qu'on met du nôtre pour faire évoluer ce domaine, oui, l'IoT aujourd'hui était très OT et il commence à aller vers l'IT. Mais comme tu le dis très bien, oui, il fait la jonction entre ces deux mondes. Et il faut que ces deux mondes discutent, ces deux mondes qui discutent très peu. Je dirais que c'est aussi lié à la partie cybersécurité. Beaucoup aujourd'hui, sur ces dernières années, en tout cas, je pense que c'est ce qui fait prendre conscience à tous ces C'est ça. DSI de l'importance Exactement. aussi des Exactement. architectures qu'ils mettent en place Tout à fait. dans leurs projets IoT. Oui, tout à fait. Alors tu as la cybersécurité, mais pas que. Tu as, je sais que c'est aussi des sujets qui te tiennent à cœur, l'IA. Oui, tout à fait. On va l'aborder juste Voilà, mais après en plus. c'est la data en fait. Ouais. Aujourd'hui, tu n'as pas d'IA sans data. Et l'IoT génère de la data. Où va chercher de la data Ça, c'est la data qui fait parler l'IA. Exactement. Où va chercher de la data sur des équipements qui en génèrent, Mm-hmm. mais qui ne communiquent pas. Donc, toi, c'est ton travail aussi de faire communiquer ces objets, de récupérer la data avec la connectivité. Mais ce qui est important pour moi, c'est de faire communiquer les humains, comme on le fait aujourd'hui. Eh bien, merci. C'est agréable en tout cas. Et donc, en fait, que ce soit l'IA maintenant pour gérer de la data, on commence à parler de data lake dans l'IoT, de récupérer la data dans des data lakes. On parle d'API, on parle de sécurité. Tout ça, c'est des sujets IT. Tu vois ? Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'intérêt des DSI. Et quand on arrive sur ça, on arrive sur des schémas directeurs informatiques dans lesquels l'IoT peut commencer à s'intégrer. C'est là que l'IoT va se développer. Ok, merci beaucoup. Jean-Philippe, l'IoT, c'est aussi pas mal de tendances. Laquelle tu vois aujourd'hui qui est un peu surcotée? C'est une question, c'est pas simple. Parce qu'en fait, l'IoT, ça bouge tout le temps. Tu es d'accord, hein, je t'ai vu des posts que tu as fait sur des techniques. Ouais, d'ailleurs, n'oubliez pas de tous liker mes posts, voilà, partager, liker et mettez des commentaires. Voilà, et toujours voilà, avec ton expertise, mais tu l'as partagé. Tu as vu des réseaux s'arrêter dans certains pays, d'autres se développer dans d'autres pays. Donc, c'est ça qui est beau avec l'IoT, c'est que ça bouge en permanence. Merveilleux. On ne maîtrise rien, hein, ça bouge et chaque pays est différent. Donc, c'est dur de te donner une tendance. Aujourd'hui, ça fait quelques années qu'on entend parler de 5G, de 5G, de 5G. Alors, c'est peut-être moins d'actualité aujourd'hui, mais la 5G dans l'IoT, ça n'a pas forcément d'intérêt parce que c'est au jour d'aujourd'hui, beaucoup de data au jour d'aujourd'hui. Et alors que sur l'IoT, on va plutôt chercher, justement, l'avantage de l'IoT, c'est d'être autonome et d'aller chercher de la data, peu de data pour économiser sur les batteries, etc. Donc, peut-être, je te dirais, allez, ce qui était un peu surcoté, mais c'était peut-être vrai il y a 1 ou 2 ans, c'était la 5G. Ok. Donc là, on parle 5G, tu parlais Sigfox tout à l'heure. Ouais. Donc, dans ce cas-là, une techno qui serait pour toi sous-cotée, typiquement aujourd'hui, mais qui reste une techno intéressante dans les projets IoT. De façon généraliste, tout ce qu'on appelle le LP1, évidemment, pour consommer moins de data. Là-dedans, tu vas retrouver des technos cellulaires, justement, LTEM, NB-IoT, etc. Une forte tendance aujourd'hui à noter le LoRa. Le LoRa a trouvé sa place. Ouais. Se développe vraiment très très bien. Là, c'est justement un domaine dans lequel les acteurs se concentrent, se regroupent. Ok. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? Je pense que c'est bien pour son développement. Selon toi, c'est pour qu'il soit plus fort, cette consolidation de la 0G, donc des réseaux LoRa ou moi, je ne suis pas un grand fan de ce qu'on appelle 0G. D'accord. Parce qu'il y a quand même de la data qui passe. Ouais. Et 0 plus 0 égale la tête à Toto. Mais je suis plus... il y a quand même de la data qui passe. Ouais. C'est vrai que c'est pas beaucoup. C'est très très peu de data. Mais je pense que c'est bien pour l'adoption. Ok. En fait, qui se regroupent. Ça harmonise un petit peu. On parle depuis tout à l'heure de briques interopérables, etc. Je pense que c'est bien pour l'adoption. Ouais, je rebondis là-dessus, c'est juste, je pense qu'il y a des briques marchés. J'ai l'impression aujourd'hui que certains cas d'usage, certains marchés vont plutôt répondre, en tout cas avoir cette liaison avec le LoRa, que le cellulaire, c'est d'autres briques, que le satellitaire, c'est encore d'autres marchés, d'autres cas d'usage. Donc j'ai l'impression quand même, dans l'IoT, donc là on parle plutôt connectivité, chaque cas d'usage, mais aussi chaque techno et chaque hardware arrive à trouver sa liaison avec une connectivité qui va être préférentielle. Alors oui, il y a des cas d'usage qui s'y prêtent plus ou moins.
Aujourd'hui, ce qu'on note, c'est la convergence. Voilà, on a de la convergence de techno. Ok. Et ça, c'est plutôt très, très intéressant. C'est-à-dire qu'on puisse passer du LoRa, du cellulaire, ou utiliser les deux. Ouais. Et une plateforme, justement, il y a des plateformes comme ça, agnostiques, qui permettent d'utiliser les deux sur des cas d'usage. Et du Et, matériel qui permet aussi de transformer les protocoles, typiquement. oui, voilà. Et puis, mais je pense que c'est aussi lié à des cas d'usage, à ce qui s'est passé sur certains marchés. En France, par exemple, ben, on a eu des réseaux publics Ouais. opérés, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Ok. Donc le LoRa s'est très vite développé en France, grâce notamment à ces réseaux opérés. Et on voit justement que c'est le développement de ces réseaux opérés dans des pays qui aident à l'adoption. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui, tous ceux qui étaient monotechno, moi j'ai eu l'occasion dans ce parcours de vie dans l'IoT de rencontrer soit des VP, des CEO, des fondateurs de certaines technologies, et qui me disent, en fait, on a essayé d'être monotechno, et aujourd'hui, on se pose la question de la Ouais. convergence. On parle interopérabilité. Interopérabilité, convergence, parce qu'un client, il n'a pas qu'un seul besoin. Un client, et notamment certains grands comptes, ils vont avoir plusieurs cas d'usage et plusieurs besoins de techno. Donc, ça serait dommage de se fermer sur une seule techno. Bah, et typiquement, là, ça, on se projette un petit peu sur ce que tu dis, mais dans ce cas-là, dans 5 ans, qu'est-ce qui aura complètement disparu, par exemple, dans l'IoT? Qu'est-ce que tu vois plus qu'est-ce qu'on verra plus dans 5 ans? Non, je suis incapable de te répondre. Ok. Incapable de te répondre. Je peux juste te dire qu'aujourd'hui, il y en a évidemment qui ont moins le vent en poupe, on va dire, voire d'autres qui sont en train de péricliter. Il y en a qui se développent dans certains pays, qui s'arrêtent dans d'autres. C'est très compliqué. Moi, les choses que je vois surtout aujourd'hui, c'est peut-être l'utilisation supplémentaire de la vidéo qui va progressivement remplacer ce que font certains capteurs. Ok. Je le vois déjà. D'accord. Je pense notamment à de la gestion de parking. Je te donne un exemple, il y a encore 3-4 ans, on aurait mis 200 plots physiques sur un parking. Avec un opérateur qui... Alors, donc connecté, donc 200 matériels, tu aurais dû envoyer quelqu'un aller creuser, aller le fixer, mettre de la colle, des vis, etc. Le maintenir, aller le changer, etc. Et alors qu'aujourd'hui, tu as une seule caméra qui peut faire ça. Une seule caméra, tu as des systèmes qui marchent très très bien avec de l'analyse vidéo. Alors il y en a qui, c'est leur métier, ils font ça. Et puis il y en a d'autres qui utilisent des caméras existantes avec des serveurs et de l'analyse vidéo. Donc là, tu as de l'IA, hein, c'est intéressant. Bah, c'est la liaison que j'allais faire Voilà. juste après. Ça, c'est super intéressant. Et qui aujourd'hui, avec une caméra, tu vises 200 places et tu peux définir des zones et ça va remplacer un capteur. Donc moi, je vois plus aujourd'hui des cas d'usage qui vont remplacer. La caméra va remplacer, l'analyse vidéo va remplacer certains objets. Et est-ce que tu vois déjà aujourd'hui donc l'impact de l'IA, au-delà du fait qu'elle va sûrement prendre nos métiers demain, on parlait de ce qui va disparaître dans 5 ans, donc peut-être nous, hein, tout simplement, en tout cas, nos métiers, mais est-ce que tu vois, toi, aujourd'hui, déjà un premier impact de l'IA dans l'IoT, dans ton quotidien, ou du moins dans le quotidien des projets que tu accompagnes? Alors, je pense qu'aujourd'hui, au-delà de l'impact de l'IA sur notre quotidien, hein, dans les tâches quotidiennes, oui, l'IA, c'est... Alors, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est récemment, j'ai rencontré une startup qui fait une sorte de chatbot, pardon, où en fait, on lui dit, ben voilà, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Alors, le chatbot peut répondre rien. Ça veut dire que tout se passe bien. Tu devrais peut-être diminuer de 20% ta chaudière, ou tu devrais faire attention, là tu as une alerte, tu as un équipement qui va pas bien, ou tu devrais le vérifier parce qu'il risque de péter dans 2 semaines. Et là je me suis dit, en fait c'est peut-être l'utilisation de l'IA comme un futur en fait de l'IoT. Alors est-ce que c'est la mort des dashboards? La partie prédictive, tu veux En dire? fait, c'est vraiment qu'on n'utilise plus de tableau de bord. C'est-à-dire que le tableau de bord devient secondaire. Un jumeau numérique, tu me parlais de jumeau numérique, Ouais. c'est beau, mais est-ce que tu vas tous les jours regarder un jumeau numérique? Est-ce que c'est pas plus simple pour toi de prendre ton smartphone et de dire qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Rien, Eud. Ah bah super. Tout va bien. Tout Ouais. va bien. Ah bah tu devrais vérifier ta Ou- chaudière là parce que... Ah Ouais. ok, alors là je vais aller voir mon jumeau numérique. Ouais, sauf que c'est elle qui te prévient, que tu n'as pas, toi, besoin d'aller Toi, voir. tout ce que tu veux, c'est être ok. tranquille, dormir tranquille, qu'elle soit sympathique avec toi, ou qu'elle te dise s'il y a un problème. D'accord. Voilà. Ou qu'elle te suggère.
si tu veux, par exemple, faire une économie d'énergie. Ben tiens, là, on va approcher, donc c'est l'automne, qu'est-ce que tu me conseilles comme réglage Mm. pour que je puisse faire 30% d'économie parce qu'il y a une nouvelle Ou loi qui est ou arrivée qu'elle le fasse à ta place, tout et elle va simplement. te suggérer. Ouais, Alors, je ouais, suis ouais. pas très fan que l'IA le fasse à ta place, mais moi, je suis plus partisan de ce qu'on appelle l'intelligence assistée euh, que, que l'IA, L'intelligence quoi. qui te remplace, quoi, Voilà, tout qui te remplace, simplement. Ouais. artificielle. Donc, mais voilà, donc pour moi, en fait, une utilisation d'IA, c'est ça, c'est-à-dire que presque on ne va plus voir son tableau de bord. Et donc ça peut être ça. Puis après, derrière, il peut y avoir des impacts aussi pour intégrer des capteurs. On parlait d'interopérabilité, etc. Peut-être que l'IA peut aider là-dessus. Et sur les couches applicatives, tu dois en voir de plus en plus, de toute manière, sur la partie jumeaux numériques. Aujourd'hui, on a quand même certains acteurs qui s'associent à des grands noms Mhm. de l'IA Mhm. pour développer des plateformes. Comment tu le ressens? Bah, bien, tant que ça peut aider. Ouais, Mais c'est vrai que j'ai vu des plateformes qui étaient créées aussi avec des prompts, hein, ouais, qui permet de créer en fait un tableau de bord. Après, ça n'enlève pas évidemment de vérifier, de contrôler, de vérifier si tes décodeurs sont bien faits ouais. entre le tableau de bord et ton capteur, etc. Si tu reçois bien ta payload, hein, pour ceux Mm, mm. qui connaissent, etc. Voilà, c'est tout ça, On faut quand même on le a toujours vérifier. cette impression aujourd'hui qu'avec l'IA, en gros, ça peut être aussi un risque pour tous les auditeurs, tous ces éditeurs de solutions, de logiciels, de software, de jumeaux numériques, où tu peux avoir l'impression que parfois, en gros, avec Claude, par exemple, que les développeurs aiment bien, on est en capacité, avec quelques prompts et un peu de bon sens, de créer un jumeau numérique qui serait exploitable et qui pourrait concurrencer les grands noms de ce Non, mais marché. après, je pense que toi, tu utilises aussi l'IA au quotidien, et tu sais que l'IA, tu peux lui faire confiance jusqu'à certaines limites. Tu as quand même toujours besoin de vérifier, tu as besoin de l'adapter, etc. Ouais, Par contre, je pense que c'est un super accélérateur. d'accord, L'IA, elle fait ce que tu lui demandes, et elle veut toujours te faire plaisir, mais c'est un super accélérateur. Mais je pense que ça ne remplacera pas la vérification, les ajustements, comme dans notre quotidien. d'accord. Mais est-ce que toi, les clients t'en parlent beaucoup sur les projets? Est-ce qu'ils te disent, bah voilà, nous on a besoin d'IA Mhm. sur notre plateforme, sur nos jumeaux numériques? Comment tu y réponds, toi? Alors oui, les clients le demandent de plus en plus. Évidemment qu'on parle de prédictif, de maintenance prédictive de Ouais, plus en plus. Déjà pas de, enfin c'est déjà depuis 2-3 ans. Oui, les clients nous demandent de l'IA. Et quand on leur dit pourquoi faire, déjà ça devient déjà un peu plus compliqué. Et la deuxième question, c'est oui, très bien, est-ce que vous avez de la donnée? Est-ce que vous avez de l'historique de données sur la machine? Ben ouais. non, on ne l'a pas connecté. Ok, ben écoutez, on va déjà commencer par connecter votre machine. Est-ce que Ouais, vous êtes déjà, c'est presque mettre la charrue avant les bœufs, quoi, en voilà, gros. est-ce que vous êtes déjà réactif? Non. Vous êtes déjà préventif? Non. Est-ce que, bon, bah, avant d'être prédictif, on va être réactif, préventif, puis après on va être prédictif. Donc il y a des étapes à respecter. Si on veut vraiment que les modèles soient propres, bah, si on veut faire par exemple de la maintenance prédictive sur une machine en particulier, j'ai vu, on a travaillé avec des sociétés de conseil il y a quelques années sur des modèles d'IA prédictifs. On a besoin de données de la machine en question. Mm, mm. On a besoin d'avoir des modèles, on a besoin. Donc il faut de la data. Donc d'abord, équipez-vous, branchez vos machines, collectez de la donnée, et ensuite on peut C'est avancer. une tendance qui t'inquiète un peu, en gros, aujourd'hui, que les gens aient tendance à parler de l'IA à outrance ou pas du tout? Non, 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 je pense que on la vit au quotidien, cette IA, donc c'est normal qu'ils en parlent. Je pense qu'il faut l'amener là où on peut, dans la plateforme, par exemple, enfin, dans la data. Il y a aujourd'hui du matériel qui intègre des modèles d'IA embarqués, Ok, et ça c'est très bien. Donc on peut déjà faire du prédictif sur même du matériel qui existe. Je pense à des capteurs qui font sur de l'analyse vibratoire, etc. Donc on peut déjà, j'allais dire, donner à manger à ceux qui veulent de l'IA. Et puis si on veut vraiment aller très loin dans l'IA sur du prédictif sur une machine, etc., là il faut quand même prendre le temps, il faut de la donnée, de l'historique de données, etc. Mais on peut quand même répondre à un premier niveau de demande. Tu ok. sais déjà, Eud, si tu arrives à avoir la météo branché avec tes capteurs qui pilotent l'eau, le niveau d'eau dans la rivière, etc., et que tu vois ce qui va se passer dans 3 jours, et que tu peux déjà avoir un petit Ok. modèle qui tourne pour te donner des scénarios, tu as déjà un peu d'IA. Et bah, ok, bah dans ce cas-là, à quoi ça va ressembler dans 5 ans un projet IoT standard, hein, selon toi? Ça va être
l'IA, full IA, ou comment tu le vois? Non, mais je pense que l'IA va être très présente. Encore une fois, comme dans tout projet, le but c'est que tu dormes tranquille et que tu prennes les bonnes décisions au bon moment. Après, je sais pas te dire à quoi ça va ressembler, mais en tout cas, ça va répondre à ces trois aspects. Aujourd'hui, en France, toi, tu t'opères surtout sur le marché francophone, même si tu étais à Las Vegas, Non, pas non. comme nous tous, hein, merci, excuse-nous, hein. Ouais. Mais en gros, comment tu la vois, l'adoption de l'IoT en France, que ce soit dans le privé ou dans le public, typiquement? Alors, en fait, c'est le même problème. Alors, je le vois dans d'autres projets aussi, hein, à l'étranger. Mais évidemment, on a beaucoup plus d'historique en France. Mais les freins restent aujourd'hui, euh, comme je te le disais au début, un écosystème fragmenté. C'est Ok. le premier constat que tu as fait, la première question que tu as posée. L'écosystème, il est fragmenté, il va le rester. Et que ce soit un écosystème ou que ce soit la chaîne de valeur, qui installe, qui maintient, qui paramètre, qui exploite la Hmm, donnée, tu as encore là différentes couches. Donc ça va le rester. Il faut le savoir. ouais. Et il faut composer avec. Et tu penses que ça met la France en retard, par Non. exemple, face à d'autres pays, ou en tout cas en Europe déjà, ou pas du tout Alors, du coup, j'ai eu la chance j'ai encore la chance de travailler à l'étranger. Ouais, Et la bonne nouvelle, Cocorico, c'est que la France est quand même très en avance sur l'IoT. ok. Voilà, très très en avance. Ouf, Voilà. Donc, tu nous rassures. alors c'est en train de se combler, hein, rapidement, et on connaît la capacité de certains de nos confrères étrangers à nous rattraper en techno. Mais je peux te dire qu'il y a encore 2-3 ans, on a certains pays, même très développés, qui avaient 4-5 ans de retard sur nous. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est le berceau aussi, dans un Ouais. certain sens, de l'IoT, de certaines technos, hein, comme LoRa, Sigfox, etc. Donc c'est pour ça qu'on a pris de l'avance. Bon, ils ont rattrapé le retard. Donc, je te disais, écosystème fragmenté, chaîne de valeur fragmentée. Pour moi, l'IoT n'a pas encore trouvé, je te disais tout à l'heure, son positionnement. D'accord. Alors, certains puristes de la techno me parleront de hype cycle. Je ne sais pas exactement où on se situe sur la hype cycle, mais je pense qu'il y a ce positionnement entre l'OT et l'IT qui est en train de s'amorcer. Et c'est pas encore très clair. Tu vois, quand tu as des spécialistes de l'IT qui te disent que pour eux, l'IoT, c'est encore quelque chose d'abstrait, je trouve qu'en 2026, c'est pas normal. D'accord. Et ça ralentit son adoption. Donc ça, pour moi, c'est un point. Ensuite, je pense qu'il n'y a pas assez d'interopérabilité, c'est clair. On parlait de fragmenté, mais Ouais. l'interopérabilité, des protocoles de communication, c'est des protocoles de connecteurs, c'est des réseaux différents, Ouais. c'est la façon de, pardon, de gérer la donnée, etc. Tout ça, c'est pas encore très clair. Et puis, je pense qu'on a des limites technologiques. À un moment donné, un signal radio, il est soumis aux lois de la physique. Donc, on ne fera pas de miracle si tu as un compteur qui est au troisième sous-sol. Il va falloir trouver des systèmes. Alors aujourd'hui, il y a des technos qui existent, hein. Ouais, c'est ça, hein. Il y a C'est du côté. il y a du wire pass. Ça, c'est une techno qui est intéressante, justement, qui est justement peut-être pas trop utilisée, mais qui est intéressante. Mais tu le vois Tout ce qui est côté. du mesh, Ouais. le mesh, Le mesh, ça ouais, c'est tout à fait, intéressant. hein. Ouais. Après, tu as des répéteurs, tu as des choses. Il y a des solutions. Il faut les connaître. Voilà. Mais ça peut ralentir un peu l'adoption. Ok. Ouais. Si vous avez moins de questions, la personne, elle est là, elle s'appelle Jean-Philippe Chouika. Ouais, n'hésitez pas à lui demander des conseils. Moi, Jean-Philippe, dans cet écosystème de l'IoT, j'aurais envie que tu nous donnes 3 informations assez simples. Une personne qui t'a marqué, un livre à lire quand on aime l'IoT, et éventuellement un podcast à écouter si on a envie de kiffer un peu le soir avant de s'endormir. C'est toi mon modèle, Hud. Tu le sais bien. C'est tes posts que je regarde, des posts inspirants. Non, j'ai pas vraiment de mentor. Ou il y a quelques personnes, donc je te suggérerais peut-être, si tu veux un jour les inviter. Ouais, Il y a des passionnés dans l'IoT. Tu trouveras toujours des passionnés dans l'IoT parce que c'est un monde de passionnés. Euh, euh, on n'arrive pas par hasard dans l'IoT. Tu m'as posé la question tout à l'heure. Et il faut être passionné. ok. Pour y rester, il faut être passionné parce que c'est un monde qui est très difficile. On le voit, on en discute depuis tout à l'heure, hein. Et quand tu as ces questionnements, tu vas toujours trouver des passionnés. Donc des passionnés, tu en auras plein, je pourrais t'en suggérer, mais tu dois en connaître aussi. Donc oui, il y a des gens qui sont... tu bois à leurs paroles. Moi, j'ai un monsieur qui m'a beaucoup inspiré au tout début, dans la toute première expérience, qui m'a
qui était un spécialiste de l'industrialisation du matériel. Ok. Et cette personne-là m'a vraiment inspiré. T'as le Parce droit de qu'il donner son nom? C'est un Français oui, c'est ou... un Français, mais je suis très mauvais pour les noms et les prénoms. Ok, d'accord. Mais on pourra le mettre, je sais pas si on peut mettre des commentaires ou des choses comme ça. Je te donnerai son nom. Parce Mettez des que commentaires pour tous les gens qui vous ont inspiré. voilà, Voilà, c'est juste en dessous. N'hésitez pas. voilà. Mais là, c'est voilà, quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Et puis, j'ai d'autres experts du réseau qui m'ont inspiré aussi. J'ai vu des gens passionnés les signaux radio. J'ai vu. Mais c'est un monde de passionnés, l'IoT, Ok, donc t'en trouveras toujours. d'accord. Voilà. Et un petit podcast avant de dormir? Le tien, Eudes. Ah, Voilà. celui qu'on est en train de faire actuellement? Celui-là, je vais les réécouter. Voilà. De très Bon, nombreuses fois. Non, je plaisante. une dernière question, ça va être peut-être pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont passionnés par l'IoT. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil aux jeunes ou quelqu'un qui débute en tant qu'entrepreneur ou un jeune salarié qui a envie vraiment de s'investir dans ce milieu passionnant qu'est l'IoT, tout simplement? Fuyez, pauvre fou. Non, 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 je leur dirais. Je plaisante. Il faut être passionné. Ouais. Et je leur dirais, alors, suivant là où ils se lancent dans la chaîne de valeur, Mm, mm. encore une fois, chaîne de valeur, matériel, réseau, plateforme, IA, je leur dirais soit de bien se concentrer dans ce qu'ils font, devenir des experts dans ce qu'ils font. S'ils sont qu'une brique de la chaîne de valeur, ils sont qu'une brique. C'est pas grave, mais qu'ils le fassent bien. Et qui travaille surtout l'interopérabilité. Ok. C'est un truc qui nous tient à cœur, on en discute depuis tout à l'heure. Bien se concentrer sur son domaine, devenir expert et travailler l'interopérabilité parce que la convergence, ça va être la clé. S'il souhaite plutôt aborder le sujet de bout en bout et aborder plusieurs briques de la chaîne de valeur, bien définir des méthodes, des outils et méthodes pour être capable de proposer ce qu'on appelle un framework, ce cadre qui va Ouais. permettre de construire des solutions de bout en bout. Ne pas oublier les fondamentaux de la gestion de projet. C'est pas parce que l'IoT, c'est quelque chose d'innovant qu'il faut oublier les fondamentaux de la gestion de projet. Parce que dans l'IoT, plus qu'ailleurs, il faut appliquer les techniques de gestion de projet, les méthodes. Ok. Parce que c'est un ensemble de briques, c'est un ensemble d'acteurs. Il faut valider les différents points d'interopérabilité, je me répète encore une fois. Mais si on ne fait pas tout ça, le projet n'arrive pas à bout. Et on finit par être dans un monde du POC. Et les personnes qui connaissent bien l'IoT depuis de nombreuses années vous diront que l'IoT, c'était le royaume du POC. Voilà. Mais un POC, ça n'a jamais fait des gros projets. Donc si on veut éviter de coincer dans le POC, il faut bien mettre en place ces outils, ces méthodes et aller chercher des experts dans leur domaine. Ok. Merci beaucoup, Jean-Philippe, Merci pour à toi. ce premier épisode. C'est pas un exercice facile. Ce que je retiens de ce premier échange avec Jean-Philippe, c'est deux choses. C'est la passion. Aujourd'hui, l'IoT, c'est avoir affaire à des humains qui sont passionnés. Et je pense que cet échange en est l'exemple type. Et puis Las Vegas, voilà, parce que Las Vegas, c'est là où ça se passe, c'est le CES. Donc, faites comme Jean-Philippe, soyez passionnés et puis voyagez de temps en temps à Las Vegas. Allez, ciao.